et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons étudier un groupe très important de parasitoses digestives qui sont les coccidioses intestinales. Ces infections sont provoquées par les protozoaires appartenant au phylum des Apicomplexa. Elles sont particulièrement importantes chez les patients immunodéprimés, notamment les personnes vivant avec le VIH. Chez les sujets immunocompétents, l'infection est souvent asymptomatique ou guérit spontanément. En revanche, chez les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies, elle peut provoquer des diarrhées sévères et prolongées. Les principales espèces responsables chez l'homme sont la Cryptosporidium spp, l'Isospora belli, la Cyclospora et la Sarcocystis spp. Parmi les sporozoaires, c'est-à-dire les parasites qui ne possèdent pas de flagelle et pas de moyens de mobilité, on distingue deux grands groupes. Le premier groupe est celui des coccidiomorphes. Elles parasitent principalement les cellules épithéliales de l'intestin et elles provoquent surtout des diarrhées, des malabsorptions et des douleurs abdominaux. Leur diagnostic repose généralement sur la recherche d'ocystes dans les selles dont le cycle comprend une phase asexuée appelée la schizogonie et une phase sexuée appelée gamogonie. Ok? Très bien. Le deuxième groupe, qui est celui des hématozoaires, ce sont des apicomplexa qui parasitent le sang ou bien les cellules sanguines. Les exemples les plus connus sont le plasmodium. Responsable du paludisme, il provoque principalement une fièvre, une anémie et une atteinte systématique parce que c'est par rapport au tissu sanguin, donc c'est systématique, c'est-à-dire c'est global. Okay. Le diagnostic se fait par un frottis sanguin et les coccidioses présentent plusieurs caractéristiques communes. Ici, on va parler un peu des coccidioses. Les coccidioses intestinales et les hématozoaires. Les coccidioses intestinales, ils vivent dans l'intestin, ils provoquent une diarrhée. Le diagnostic se fait dans les selles. La transmission, elle est féco-orale. Alors que les hématozoaires, c'est des parasites qui vivent dans le sang, ils provoquent une fièvre et on fait le diagnostic par un frottis sanguin et sa transmission, elle est vectorielle par un vecteur. Mais attention, cette classification est médicale et pédagogique, pas une classification zoologique moderne. Donc scientifiquement, tous ces parasites appartiennent au phylum des Apicomplexa, mais ils sont répartis dans plusieurs groupes phylogéniques. D'accord? Donc, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, ce qui signifie qu'ils doivent pénétrer dans la cellule de l'hôte pour survivre et se multiplier. Ils possèdent également un complexe apical qui lui permet de pénétrer dans la cellule intestinale. Leur cycle de vie peut être monoxène, c'est-à-dire se déroule chez un seul hôte, ou bien dixène, lorsqu'il nécessite deux hôtes différents. Alors chez l'homme, principalement 5 genres regroupant cette espèce. On a l'Isospora belli, la Cyclospora, la Cryptosporidium et la Cryptosporidium. On a Homonis et la Cryptosporidium parvum. Et on a la Toxoplasma gondii. Les parasites Isospora, Cyclospora et la Cryptosporidium et aussi la Sarcocystis sont retrouvés dans les selles humains alors que la Toxoplasma gondii est éliminée dans les selles des chats, n'est-ce pas? Concernant la répartition géographique et la transmission, les coccidioses intestinales sont cosmopolites, c'est-à-dire qu'elles existent partout dans le monde. Cependant, elles sont plus fréquentes dans les régions tropicales et intertropicales où les conditions d'hygiène sont parfois insuffisantes. Elles représentent également une cause fréquente de diarrhée du voyage, appelée aussi la tourista, notamment pour la Cryptosporidium et la Cyclospora. La contamination se fait principalement par l'ingestion de l'eau contaminée, la consommation d'aliments souillés
ou le contact avec des matières fécales contaminées. Les maladies sont donc étroitement liées au péril fécal. La Cryptosporidium possède certaines particularités puisqu'elle peut être transmise directement d'une personne à une autre personne, provoquer une auto-infestation et même être transmis lors certains rapports sexuels. Alors que la contamination par la sarcocystis survient principalement après contamination de viande, de porc ou de bœuf insuffisamment cuite. Concernant le cycle évolutif, chez les Cryptosporidium, Isospora et Cyclospora, le cycle est monoxène. L'homme est à la fois l'hôte et le lieu où se déroule l'ensemble du cycle après ingestion d'un oocyste infectant. Les sucs digestifs libèrent les sporozoïtes. Ces derniers pénètrent dans les cellules épithéliales intestinales où elles se transforment en trophozoïtes. Ils se multiplient ensuite par schizogonie, c'est-à-dire par reproduction asexuée. Cette multiplication provoque la destruction des cellules intestinales et libération de nouveaux parasites. Après plusieurs cycles de multiplication asexuée, apparaît une phase sexuée des macrogamètes qui sont des gamètes femelles et des microgamètes qui sont des gamètes mâles se produit. Ok? Après la fécondation, un nouveau oocyste est formé puis éliminé dans les selles. Chez la plupart des coccidioses, les oocystes deviennent infectants seulement après maturation dans le milieu extérieur. Cependant, la Cryptosporidium constitue une exception puisqu'il est infectant dès son émission. Concernant la Sarcocystis, le cycle est dixaine. Le porc et le bœuf représentent l'hôte intermédiaire tandis que l'homme constitue l'hôte définitive. L'animal ingère les oocystes et les parasites migrent vers les muscles où ils forment des pseudokystes contenant des baradizoïtes. L'homme se contamine ensuite en consommant une viande insuffisamment cuite. Concernant les manifestations cliniques, cryptosporidiose est la coccidiose intestinale la plus fréquente. Son principal symptôme est une diarrhée aqueuse. Pourquoi cette diarrhée apparaît-elle ? Parce que le parasite détruit les cellules de l'intestin grêle chargées d'absorber l'eau et les nutriments. L'eau n'est plus correctement réabsorbée et se trouve dans les selles. Chez les immunocompétents, l'infection est souvent asymptomatique, alors que lorsqu'elle est symptomatique, elle se présente sous forme d'une gastro-entérite aiguë. Une gastro-entérite correspond à une inflammation de l'intestin et de l'estomac. Le malade présente une diarrhée brutale, 5 à 10 selles liquides par jour, des douleurs abdominales, des nausées et parfois des vomissements. L'évolution est généralement favorable en 8 à 15 jours. Chez les patients immunodéprimés, la situation est beaucoup plus grave. Donc, le parasite se multiplie de façon incontrôlée. Donc, on observe alors des diarrhées qui persistent, des vomissements, une perte d'appétit appelée anorexie, des céphalées et des déshydratations sévères. Alors, la déshydratation est due à une perte massive de l'eau et d'électrolytes dans les selles, bien sûr, par rapport aux diarrhées. Chez certains patients très immunodéprimés, notamment lorsque les CD4 sont inférieurs à 100 cellules par millimètre cube, le parasite peut même atteindre les voies biliaires ou les poumons. La cryptosporidiose est donc considérée comme un marqueur d'infection par le VIH qui est avancé. L'isospora belli ou bien l'isosporose. L'isospora belli est un parasite strictement humain. Il s'agit également d'une infection opportuniste observée surtout chez les immunodéprimés par le VIH. Chez les immunodéprimés, l'atteinte intestinale devient chronique, les cellules intestinales sont progressivement détruites, les patients ou bien le patient développe alors une diarrhée chronique. Cette destruction des cellules provoque ainsi un syndrome de malabsorption. Normalement, l'intestin absorbe les glucides, les protéines et les lipides et les vitamines et les minéraux. Lorsque les villosités dans l'intestin sont endommagées, cette absorption devient insuffisante et le patient présente alors quoi ? Il présente une diarrhée chronique, une fatigue importante, des carences nutritionnelles et des amaigrissements progressifs. Et l'amaigrissement donc s'explique à la fois
par la mauvaise absorption des nutriments et par la diminution de l'appétit. On parle maintenant de la cyclosporose. La période d'incubation est environ une semaine. Les symptômes principaux est une diarrhée prolongée. Comme les autres coccidies, la cyclospora détruit les cellules épithéliales intestinales. Cela entraîne une mauvaise absorption de l'eau et des nutriments. Le patient présente une diarrhée prolongée, des fatigues importantes, une altération de l'état général et un amaigrissement. Son traitement, l'évolution peut être longue et marquée par des rechutes successives. Passons maintenant pour parler aux sacrocystoses. La sacrocystose est généralement peu symptomatique. Contrairement aux autres coccidioses, elle n'est pas considérée comme une infection opportuniste. Même chez les patients immunodéprimés, il n'existe pas d'aggravation particulière. Lorsqu'ils sont présents, les symptômes correspondent à une diarrhée modérée, des douleurs abdominales et parfois la fièvre. Les douleurs sont liées à l'inflammation de la muqueuse intestinale provoquée par ce parasite. Le diagnostic biologique, repose essentiellement sur l'examen parasitologique des selles. Pour la Cryptosporidium, on réalise un frottis fécal coloré par la méthode de ZNSN modifiée. Les oocystes apparaissent rosés sur un fond vert et mesurent entre 3 à 6 micromètres. D'autres techniques peuvent être utilisées, comme l'immunofluorescence directe, l'ELISA, le PCR et l'histologie sur biopsie intestinale. La sérologie n'est pas utile. Pour les Zoospora-belli, les oocystes sont plus grands, mesurant 20 à 30 micromètres. Ils sont de forme ovoïde asymétrique et contient un sporoblaste. Pour la cyclospora, c'est-à-dire les oocystes, apparaissent rouges par la coloration de ZNSN modifiée et présentent une autofluorescence bleue caractéristique. Pour les sacrocystis, le diagnostic repose sur la mise en évidence des sporocystes dans les selles ou sur une biopsie musculaire dans les formes tessulaires. Concernant le traitement, la prise en charge commence toujours par la réhydratation. Pourquoi? Parce que les diarrhées provoquent d'importantes pertes d'eau et d'électrolytes. Donc la réhydratation peut être orale lorsque le patient peut boire ou bien intraveineuse lorsqu'il existe une déshydratation qui est sévère. Il faut également corriger les troubles d'électrolytes et assurer un soutien nutritionnel adapté. Pour le traitement antiparasitaire, il repose sur. Alors, premièrement, on a ce qu'on appelle le nitazoxanide pour la cyclosporidiose et le trimethoprim sulfaméthazole pour les zoosporoses et pour la cyclosporose. Chez les patients infectés par le VIH, la thérapie antivectorielle est indispensable afin de restaurer l'immunité. Concernant la prévention collective sur la surveillance des eaux de contamination, le dépistage des sujets à risque, l'amélioration des conditions d'hygiène, la lutte contre le péril fécal et les préventions individuelles correspondent au lavage soignement des légumes, la consommation d'eau potable, la cuisson suffisante des viandes et le respect des règles d'hygiène alimentaire. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager ma chaîne pour soutenir la diffusion des cours de parasitologie médicale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.